Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour pour ce nouveau webinaire de Vive Industrie. Vous avez certainement déjà profité d'un certain nombre de contenus aujourd'hui et puis de rendez-vous B2B, on l'espère, des rendez-vous fructueux. Donc on vous propose, vous avez entendu peut-être ce matin Alain Rousset, président de la région Nouvelle-Aquitaine, évoquer un certain nombre d'éléments sur ce programme Usine du futur qui existe maintenant depuis un certain temps. Ça va être l'occasion, là, pendant 1 heure, de rentrer dans le détail de ce qu'est ce programme, pourquoi rentrer dans ce programme. Et pour ça, j'ai le plaisir d'accueillir une bonne partie de l'équipe Usine du futur de la région Nouvelle-Aquitaine. Je vais vous partager aussi une petite présentation en même temps. Et on va se présenter, moi aussi je vais me présenter, je m'appelle Antoine Chotard, je travaille pour ADI Nouvelle-Aquitaine et je vais accompagner tout ce petit monde pendant 1 heure. Donc, on va aller voir directement le casting de cette heure-là, qui, vous allez le voir, va à la fois en effet nous permettre de présenter l'équipe, le programme, qui opère aussi dans les entreprises les diagnostics, qui opère après les diagnostics un certain nombre de parcours concrets, opérationnels qui sont proposés aux entreprises qui sont rentrées dans le programme Usine du futur. Et puis on verra comment y est rentré. Voilà, et donc avec nous, on aura aussi justement Robin Solar, que je salue de OPO, Calix Blanchard, qui est chef du pôle programme européen et performance industrielle pour la CCI Nouvelle-Aquitaine. Il nous parlera notamment des parcours tout à l'heure. Et puis côté ADI Nouvelle-Aquitaine, moi je me suis déjà présenté. J'ai moi-même des fois accompagné des entreprises qui étaient dans le programme Usine du futur. Et puis on aura aussi avec nous en guest star, j'allais dire, Edwina Milan, qui est aussi à Limoges avec Florence Rouffaut, qui fait partie de l'équipe. Bonjour Florence, bonjour Katia, bonjour Marc et bonjour Pascal sur l'équipe Usine du futur. On va pouvoir rentrer rapidement dedans. N'hésitez pas à poser des questions par le chat dessus. On fera quelques pauses de temps en temps, des pauses de modération pour prendre vos questions. Et puis surtout, vous le verrez, on va avoir deux invités pendant cette heure, deux entreprises, les ateliers Pinton, avec monsieur Lucas Pinton, une entreprise familiale qui est fabricant de tapisserie, de tapis, et quoi, un métier vraiment et un savoir-faire de pointe. Eux, ils sont dans la Creuse depuis Felletin. Hop. Et puis, hop là, nous aurons aussi la société AM2 avec nous, c'est monsieur Eddy Friscourt. Bonjour aussi monsieur Friscourt. Pour nous parler de cette société qui est basée à Montmorillon, qui a 36 salariés, et vous faites dans la fabrication industrielle de mobilier, du meuble monté ou du meuble en kit. Vous nous en direz un petit peu plus tout à l'heure au fur et à mesure de ce moment. Il y en a quelques-uns qui n'ont pas dû couper l'usine du futur, il est l'heure. En fait, c'est pas du tout ouvert au public, semble-t-il. Pourtant, on me dit que si. Ici, c'est à l'air ouvert. En tout cas, il n'y a plus le bouton ouvrir en bas. Donc... Ouais, bon, mais ça doit être bon. Mais j'ai reçu des messages un peu contradictoires sur l'interface. C'est pas grave, on va continuer. De toute façon, après cette présentation du casting, c'était pour moi l'occasion d'introduire monsieur Pascal Blesse, qui va faire l'introduction pour nous. Et pour concernant les autres intervenants, je vous invite à passer peut-être en mode invisible. Et évidemment, à rester avec nous. Je vous appellerai au fur et à mesure. Mais maintenant, on va proposer à Pascal Blesse de faire une petite introduction. Pascal, vous êtes directeur de la performance industrielle au Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. Je disais tout à l'heure qu'on a entendu ce matin Alain Rousset nous parler du programme, du nombre d'entreprises qu'il y avait. Et donc, c'est pour moi l'occasion avant qu'on rentre dans le détail de ces statistiques, de ces constats, peut-être de nous dire aussi, ça va faire maintenant 6 années, si je ne dis pas de bêtises, qu'existe le programme Usine du futur. En fait, j'ai très envie de vous demander ce que ça vous inspire aujourd'hui, ce programme, après ces 6 années. Écoutez, avant tout, là, une grande fierté pour un certain nombre de raisons. À la fois parce qu'on est la première région française à avoir engagé un programme aussi ambitieux en faveur de l'usine du futur. Donc, ça fait presque 7 ans, parce que c'est en 2014 qu'on a lancé ce programme. Et puis, haute fierté, puisque ce programme et cette initiative a même été repris au niveau national, où ils ont considéré que l'enjeu usine et industrie du futur était un vrai enjeu de survie, de réindustrialisation,
d'un secteur qui est quand même assez stratégique. Fierté également parce qu'on a quand même 717 entreprises à ce jour qui ont intégré dans notre programme. Donc vous voyez, on est vraiment sur une massification du programme et surtout un niveau de satisfaction très élevé de la part des dirigeants qui ont considéré que c'était vraiment une démarche très pragmatique, ce qui n'est pas visiblement toujours le cas. Je pense qu'indirectement, ce programme a permis aussi de redonner un peu des lettres de noblesse à l'industrie, que nous on considère un peu comme la colonne vertébrale de notre économie, et j'espère aussi que ça contribuera aussi à susciter des nouvelles vocations auprès des jeunes. C'est vrai que l'industrie a été beaucoup décriée. Je pense que via ce programme, on arrivera peut-être à rendre l'industrie un peu plus attractive. Et dernier élément, c'est peut-être l'effet de levier que la région a réussi à trouver sur ce programme, parce que la région a quand même investi des sommes très importantes, 165 millions d'euros investis pour accompagner les projets de transformation, mais derrière, ça a permis de générer 630 millions d'euros d'investissement sur le territoire. Donc, on est quand même sur un ratio de 1 à 4 sur des projets de modernisation de nos usines. Donc, je pense que le public a joué son rôle, l'industrie et les chefs d'entreprise ont pris leurs responsabilités. Donc, plutôt une grosse satisfaction de ma part. Très bien, merci Pascal. Alors peut-être, vous parliez de modernisation à l'instant, peut-être ça vaut le coup aussi de rappeler finalement les grands objectifs de ce programme qui, si je dis pas de bêtises, est vraiment financé à 100% région et État, mais à des objectifs clairs. Donc là, on est effectivement sur un objectif de redonner des marges de manœuvre à nos entreprises qui, pour la plupart, avaient on va dire perdu peut-être un peu en compétitivité par rapport à un certain nombre de leurs concurrents. Donc l'idée, c'est vraiment de les accompagner vers l'excellence opérationnelle, mais également de les soutenir dans leur transition vers l'usine numérique et connectée, parce que clairement, toutes nos entreprises, je pense, ont à s'engager fortement dans la transition digitale, rendre ces usines plus agiles, les rendre plus respectueuses de l'environnement. Je pense que la crise actuelle nous a aussi permis de prendre compte que l'environnement, c'est quelque chose de sensible, de fragile, et qu'il est important que les industriels se mobilisent dans ce sens-là, et peut-être aussi mettre l'humain au cœur du processus de transformation. Et ne pas oublier qu'une usine compétitive, c'est avant tout une usine dans laquelle on a des salariés motivés, impliqués, passionnés par leur métier. Et je pense que mes collègues auront l'occasion de donner un peu plus de détails sur ces différents objectifs et surtout sur la manière dont on peut réussir à contribuer à ce processus de transformation. Quand on préparait l'intervention, vous me disiez aussi que vous avez une satisfaction, c'était qu'il y avait une évaluation en cours aussi de ce programme et que finalement, là, il y avait une satisfaction forte des chefs d'entreprise, peut-être même plus forte que ce que vous pouvez penser, et que au-delà de leur crainte initiale, en fait, de ce que ça pouvait laisser entendre, il y avait finalement une remontée importante de ce niveau de satisfaction. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette évaluation ? Parce qu'effectivement, investir 165 millions d'euros, c'est pas une satisfaction en soi d'avoir dépensé de l'argent public, d'où l'importance pour nous de pouvoir évaluer l'impact de ce programme sur l'ensemble de nos entreprises. Et c'est vrai que le taux de satisfaction des dirigeants est quand même très élevé, parce qu'on a 90% des dirigeants qui ont considéré que le programme répond parfaitement à leurs enjeux et aux besoins des entreprises industrielles du territoire. Et parmi les actions qui ont été préconisées dans les différentes phases de diagnostic, il y a plus de 71% des actions qui ont déjà été mises en œuvre à ce jour. Donc c'est vrai qu'on est sur un taux de transformation, je dirais, des préconisations en action qui est quand même très élevé par rapport à d'autres programmes qu'on peut être amené à mettre en place. Et ça nous a aussi permis de voir que le programme Usine Future, c'est pas que de la technologie, c'est pas que des robots, c'est pas que de l'automatisation, c'est aussi une prise en compte forte du facteur humain dans l'efficacité d'une organisation industrielle. Et la dernière bonne surprise de cette évaluation, parce que c'est ça qu'on était un peu challengé à l'époque à dire oui, mais tout ça va dégrader les conditions de travail, ça va mettre une pression phénoménale sur les salariés. Bonne surprise, c'est que le thème des conditions de travail, de manière quasi unanime, les représentants du personnel ont considéré que le programme a contribué à améliorer les conditions de travail au sein des entreprises accompagnées. Donc ça, c'est vrai que c'était pas gagné d'avance. On aurait pu considérer que trop d'automatisation, trop de robotisation se ferait au détriment de la santé et du bien-être des salariés dans ces entreprises. Et c'est pas le cas. Ouais, je crois que ça a été aussi pas mal exprimé ce matin
sur la plénière d'ouverture, les entreprises qui étaient présentes, que ce soit Sciences et Nature, mais aussi, je crois, Sarah Escade de Mococartex, ont évoqué aussi cette dimension-là humaine dans les accompagnements et pas que technologique. On va rentrer dans le détail tout à l'heure et expliquer qu'en effet, il y a eu plusieurs phases dans ce programme Usine du Futur depuis 2014. Le marché actuel là, qui permet d'opérer les diagnostics, qui va être reconduit, ça mènerait, on en parlait je crois de 700 et quelques entreprises. S'il est reconduit, ça permettrait d'aller presque jusqu'à 1200, je crois, entreprises, en tout cas des entreprises industrielles de plus de 10 salariés, ce qui représenterait presque le quart de ce tissu-là. C'est un beau résultat. Ce que vous dites, c'est qu'il y a déjà une bonne évaluation. Mais est-ce qu'au-delà de ça, il n'y a pas quand même aussi des axes de bonification supplémentaires sur lesquels vous penchez déjà? Oui, par rapport à ce chiffre du quart, donc on est même à près de 30% si on se réfère aux entreprises industrielles de plus de 10 salariés. Il y a en gros 4500 entreprises industrielles 10 salariés, 1200, donc on est quasiment à 30%. Donc c'est un taux on va dire, de couverture qui commence quand même à être assez significatif, même si à terme, l'objectif serait presque que tout notre tissu industriel se transforme et qu'on puisse l'accompagner. Mais bon, là, il faudra forcément un peu plus de temps. Bien entendu, il y a des axes d'amélioration, des axes de progrès, c'est évident. Comme dans tout programme, moi, je noterais en particulier peut-être améliorer l'accompagnement et le suivi de la mise en œuvre des préconisations, parce que faire un diagnostic, c'est une chose. Apprendre un certain nombre de dirigeants qui ont considéré qu'ils étaient peut-être un peu seuls pour mettre en œuvre les préconisations, qu'ils avaient peut-être pas forcément toujours les compétences en interne. Et puis aussi, c'est un peu anxiogène aussi des fois de s'engager dans un gros programme de transformation. Donc, je pense qu'indirectement, la future plateforme d'accélération Usine du Futur est peut-être une solution qui devrait améliorer cette partie suivie dans la mise en œuvre des préconisations, mais également dans l'identification des compétences qu'il s'agit de mobiliser et idéalement des compétences de proximité, parce qu'on a quand même une belle offre de savoir-faire sur le territoire et idéalement on aimerait les mobiliser. Et puis dernier point peut-être d'amélioration, c'est peut-être la partie échange de bonnes pratiques entre dirigeants. Donc je pense qu'on peut peut-être aller encore un peu plus loin, peut-être renforcer les clubs locaux d'échange de bonnes pratiques qu'on a mis en place de manière à ce qu'on ait on va dire une excellente couverture territoriale et surtout qu'on s'appuie sur la proximité pour que les dirigeants partagent à la fois les opportunités, mais également les freins et les difficultés qu'ils ont pu rencontrer dans ce processus. Ok, merci beaucoup Pascal pour cette intro, ça nous donne déjà pas mal d'éléments. Je pense que ça nous permettra aussi de parler tout à l'heure du rôle aussi des référents et des accompagnateurs au plus près des entreprises. Et on les laissera parler d'ailleurs sur ce thème-là. Donc merci Pascal pour cette introduction. Pour commencer à rentrer dans le détail, je vais proposer aussi à Katia Hamet de nous rejoindre. Katia Hamet qui nous parle depuis le site de Poitiers. Oui. Vous êtes une des animatrices aussi du programme régional Usine du Futur. Peut-être qu'on peut, on évoquait tout à l'heure que ça avait été lancé en 2014, peut-être un petit peu préciser comment ce programme il a évolué dans le temps à partir de ce graphique-là. Le programme effectivement régional a été lancé en 2014 avec des diagnostics donc pour les entreprises qui portaient principalement sur la performance de l'organisation. Le volet technologie et environnement était abordé de manière plus succincte. Il s'agissait d'un diagnostic de 2 jours et demi réalisé par le cabinet POP à l'époque. Donc, 300 entreprises ont pu bénéficier de cette phase de diagnostic. Beaucoup d'entre elles étaient sur des premières démarches de diagnostic. La majorité de ces entreprises étaient et restent encore aujourd'hui des PME de moins de 50 salariés. Sur la période 2014, donc 2017, la région a réalisé aussi un panorama de ces entreprises diagnostiquées qui a permis d'améliorer justement le contenu du diagnostic et d'identifier les besoins des entreprises, et notamment sur le volet environnement et nouvelles technologies. Donc, c'est ce qui a été fait sur la période 2017-2020 avec la sélection du cabinet OPO et d'un groupement d'experts, donc pour élargir le diagnostic et puis à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine. Un panorama de 300 entreprises nouvelles sur la période 2017-2020 s'est effectué de nouveau
pour, là encore, apporter du contenu au diagnostic avec un volet transformation numérique et 1 à 2 jours spécifiques sur cet axe-là. Et puis 1 à 2 jours aussi sur les nouvelles technologies et une demi-journée à 1 jour et demi sur le volet performance environnementale. Donc aujourd'hui, OPO intervient toujours en groupement pour appréhender tous les leviers de la et ce programme s'inscrit aujourd'hui dans les plans de relance État-région avec un objectif de 860 entreprises diagnostiquées jusqu'en 2023. Ok. Ouais, de toute façon, Robin Seller nous présentera ça aussi tout à l'heure par rapport à la fois au panel, à la typologie et puis à l'évolution aussi des diagnostics et des partenaires en effet qui proposent aujourd'hui des diagnostics plus spécifiques. Merci Katia, on se retrouve un petit peu plus tard. Pascal, alors cette fois Pascal Hamet, Pascal, vous êtes le pilote opérationnel du programme Usine du futur. Ça vaut le coup peut-être de préciser à nos auditeurs justement comment se structure aussi cette équipe à l'échelle de la région et puis avec les partenaires que sont la CCI Nouvelle-Aquitaine et ADI Nouvelle-Aquitaine notamment qui vous épaulent sur ce programme. Tout à fait. Donc ce programme en fait c'est carrément un projet puisqu'on le gère en mode projet, donc avec un certain nombre, une équipe projet constituée d'une part de 3 animateurs territoriaux, puisqu'on veut garder la proximité avec les entreprises et en même temps générer une dynamique sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine qui est très vaste. Donc on a 3 animateurs, Florence Rouffaut qui s'occupe, on va dire, de l'ex-Limousin pour simplifier, donc en gros 4 départements qu'elle chapeaute, Katia Hamet qui gère, qui anime l'ex-Poitou-Charentes et Marc Lecouvet qui anime l'ex-Aquitaine. Pour compléter cette équipe projet, étant donné que chaque entreprise est un référent qui lui est attribué pour l'aider, pour la conseiller, pour la guider dans sa démarche de transformation, ces référents sont issus d'une part de la région elle-même, mais également de chez nos partenaires que sont l'ADI et la CCI Nouvelle-Aquitaine. Donc, on a quatre personnes qui représentent ces référents, qui pilotent ces référents. Au niveau des industries agroalimentaires, c'est Jérôme Papillon. Virginie Lumigron pour la partie des référents qui sont issus de la direction de la formation. Rémi Vigne pour l'ADI et Calixte Blanchard pour la partie CCI. Voilà pour ce qui est de l'équipe projet. On se réunit régulièrement, on travaille à améliorer en permanence et à essayer de générer une dynamique aussi sur l'ensemble du territoire au service donc des entreprises industrielles que l'on accompagne. Ok, et donc aussi au service des différents secteurs en effet industriels avec cette couverture la plus large possible. Très bien. Merci Pascal. Du coup, il y a Marc Lecouvet qu'on n'a pas encore vu. Marc, on a besoin de comprendre peut-être aussi maintenant le process qui est proposé aux entreprises pour rentrer dedans. Tout à l'heure, Pascal Blesse nous a dit que vous avez un taux de satisfaction important, mais il faut qu'on comprenne aussi comment ils font pour rentrer. Donc, il y a plusieurs étapes. Est-ce que tu peux nous l'expliquer ? Oui, alors, il y a plusieurs étapes. En effet, je dirais qu'il y a quand même trois points importants qui ressortent très fortement. Cette démarche finalement de transformation repose sur le volontarisme du dirigeant, savoir donc sa conviction à vouloir engager finalement son entreprise sur des chantiers d'amélioration et sa capacité à transmettre aussi cette dynamique auprès de ses équipes. Donc finalement, l'engagement du dirigeant va démarrer par un dépôt de candidature s'articulant autour des thématiques prioritaires qu'évoquait Pascal Blesse précédemment, à savoir les leviers de compétitivité qui sont la transformation numérique de l'organisation industrielle des process, les technologies de production à l'ère du numérique, la stratégie de développement éco-responsable et environnemental, et enfin la gestion de la richesse humaine et des compétences. Après ce dépôt, en général, enfin, ou plutôt ce dépôt de candidature s'effectue certes au fil de l'eau, mais on peut dire qu'on a 2 campagnes de recrutement par an, en général, sur mars et octobre. Donc là, il y en a une concrètement qui s'achève fin mars, bon entendeur. Une fois l'entreprise qui est engagée, donc celle-ci bénéficie de 4 jours à 7 jours d'analyse, donc de diagnostic, pris en charge en totalité par le conseil régional et l'État. Donc il n'y a aucun reste à charge pour l'entreprise, c'est gratuit. Au terme de ces 4-7 jours d'analyse de diag, une
feuille de route est remise à l'entreprise, enfin remis au dirigeant, elle a été agréée entre lui et ses équipes, et le cabinet de consultants qui a été retenu par la suite. Cette feuille de route finalement jalonne dans le temps les différents chantiers identifiés, permettant de gagner en compétitivité, en résilience, encore une fois thématique par thématique. Et à partir de cette feuille de route, le dirigeant donc a les chantiers prioritaires à déclencher pour gagner en compétitivité. Il peut aussi compter sur le référent qu'évoquait Pascal Amé précédemment, donc qui est un chargé de mission du conseil régional. L'idée qui se cache derrière le référent, c'est véritablement d'assurer un continuum d'accompagnement pour finalement désisoler le dirigeant dans la réalisation des chantiers qui vont lui permettre de gagner en compétitivité. Donc au final, ce référent est un véritable appui pour le dirigeant dans les mois qui suivent le diag. Ouais. Et ça permettra également aux dirigeants donc de suivre, d'être un peu challengé et puis finalement de suivre les évolutions de l'entreprise, donc on va dire étape par étape, chantier par chantier, ainsi que l'évolution des indicateurs clés de performance pour l'entreprise. Et on est d'accord, Marc, là en fait on parle de tout type d'entreprises qui peuvent rentrer dedans. Tu peux préciser un peu la typologie que vous recherchez? Oui, mais je vais faire un peu de teasing. Je l'exprimerai beaucoup plus clairement en fin de session. On parle quand même d'entreprises industrielles ou d'entreprises dédiées aux services à l'industrie, entre 10 et 5 000. Et j'en reparlerai à la fin, puisque comme je le disais, il y a une campagne de recrutement qui s'achève fin mars, dont je dévoilerai les tenants et les aboutissants à la fin de la session. D'accord, ok, très bien. Regardez, très bien. Alors, on va continuer. Alors, justement, sur ce rôle de référent, parce qu'on en parlera tout à l'heure, on proposera tous les liens, en effet, pour que les gens puissent aller aussi candidater et s'inscrire. On proposera ça, évidemment. Et puis, d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais pour ceux qui nous écoutent et qui voudront le partager, on aura évidemment les replays à disposition dans quelques instants après la tenue de Viva Industrie. Vous pourrez récupérer ça. Je passe la parole à Florence, Florence Rouffaut, depuis Limoges. Florence qui sort d'un nombre de webinaires pas possible, y compris sur l'usine durable. On parlait du rôle du référent. Marc en a déjà dit, deux mots. Est-ce que tu peux nous repréciser un peu, parce qu'il est là pour suivre finalement cette candidature et le bon déroulé? Oui, tout à fait, Antoine. Alors, bon, c'est vrai que Pascal et Marc ont commencé à dévoiler. Je préciserai que effectivement les directions opérationnelles de la région, l'ADI et les CCI sont riches de professionnels de l'accompagnement, du développement économique, et qu'à ce titre, ce sont des hommes et des femmes de terrain qui tous les jours accompagnent son compte dans leur stratégie. Qu'ils les suivent dans leur stratégie et dans leur développement. En l'occurrence, ils sont bien au fait du moment le plus opportun dans la vie d'une entreprise pour prescrire le programme Usine du Futur. C'est pas un programme qu'on prescrit comme ça pour faire des stats. On le prescrit parce qu'il y a un besoin. C'est le moment. Et donc, à ce titre, ils vont avoir cette première étape qui est très importante, c'est d'accompagner le dirigeant à poser sa candidature. Alors, c'est pas anodin puisque nous avons 2 appels à manifestation annuels, il y a 150 places et nous avons à chaque AMI plus de candidats que de places. Donc, cette candidature, elle est primordiale. Il faut qu'elle soit bien formulée, qu'on comprenne bien les besoins, les enjeux pour qu'on puisse sélectionner l'entreprise. Et effectivement, lors des réunions de sélection, le professionnel qui a accompagné l'entreprise à cette candidature et qui connaît l'entreprise a de grandes chances d'être ce fameux référent usine du futur. Mais il arrive parfois qu'on souhaite nommer un autre référent parce qu'il y a une thématique filière ou un enjeu spécifique, soit technologique ou numérique. Voilà. Et ce référent, donc voilà, avant de aussi connaître l'entreprise, après ce référent, la deuxième étape, du coup, accompagner l'industriel dans le processus de diagnostic. Donc là, on est sur un temps d'écoulement de 9 à 12 semaines. Ce référent est présent au cadrage, première étape du processus, jusqu'à la réunion de clôture.
À cette réunion de clôture, on partage, on échange, il y a un consensus sur effectivement le plan d'action, la feuille de route qui est livrée suite au diag. Et ce référent, on peut le qualifier de facilitateur, de facilitateur d'hommes ou de femmes clés, puisqu'il va accompagner le dirigeant au déploiement de cette feuille de route selon la temporalité que le dirigeant aura bien sûr choisie. Facilitateur pour mettre en réseau, pour conseiller, pour orienter. Voilà. Et je conclurai en disant que ce référent usine du futur, Aquitaine. D'accord. Il y avait une petite coupure, mais je crois que c'est bon. C'est bon? C'est passé, c'est passé. C'est passé. Alors, je te remercie, Florence. Et puis, ça tombe bien parce qu'en termes de référents et de référentes, tu as justement avec toi et à côté de toi Edwina Milan, qui est une de mes collègues aussi basée sur Limoges et qui connaît très bien justement l'entreprise et les ateliers Pinton et monsieur Lucas Pinton en l'occurrence. Donc, je les invite à tous les deux venir sur le plateau, puisqu'on va faire justement une phase de témoignage. Alors, je vais le dire avec humour, mais Monsieur Pinton, vous vous présentiez Edwina presque comme une marraine de l'entreprise. Donc, j'imagine que ce rôle de référent et cet appui pour ce suivi dans le programme Usine du Futur, il a du sens? Oui, tout à fait. Il a du sens parce en tant que chef d'entreprise, on ne connaît pas forcément toutes les aides, tous les outils dont on a à disposition, et d'avoir une marraine comme Edwina, je le disais aussi en rigolant, mais c'est vrai sur le papier, c'est utile, et elle nous accompagne maintenant depuis 5 ans, je ne me trompe pas, Edwina. Oui. Et elle nous accompagne dans ce programme depuis 2 ans. Voilà. D'accord. Alors, ça vaut le coup que vous nous redisiez quel est exactement votre métier. On a mis quelques images qui donnent plus ou moins une idée, mais vous êtes sur des savoir-faire ancestraux. Mais vous nous l'avez dit, il y a un enjeu quand même pour les ateliers Pinton, c'est d'être à l'avant-poste du renouveau artistique, de l'innovation technique et de conserver in fine des avantages compétitifs. Alors, le programme Usine du Futur, ça vous a aidé à ça? Oui, tout à fait. Alors, je vais resituer en quelques mots l'entreprise. Elle existe depuis 1867. On fait des tapisseries à Aubusson, à côté d'Aubusson, à Felletin exactement, qui est à 10 km d'Aubusson. On est un peu plus de 40 salariés, 45 salariés, et on fait des tapis et des tapisseries. Et l'entreprise existe depuis 1867, donc, et la technique n'a pas beaucoup changé pour la tapisserie. Donc, on peut penser que finalement, ce métier traditionnel reste plan-plan, il n'y a pas beaucoup de modifications à faire. Et en fait, on a toujours été au contact d'un point de vue création et style, toujours dans notre époque. Et l'usine du futur nous a permis sur d'autres aspects à être innovants et à nous permettre de passer justement certaines marches qui nous permettent de mieux structurer l'entreprise. Ok. Donc un besoin par ce diagnostic sur cette feuille de route et de définir clairement quelles sont les grandes actions phares à enclencher pour l'entreprise. Exactement. Déjà, le fait de faire un diagnostic dans une entreprise, c'est toujours bien parce qu'on se pose et on voit les problématiques qu'il y a. Une fois qu'on a ce diagnostic, on regarde qu'est-ce qu'on peut faire en priorité, qu'est-ce qu'on peut faire à moyen terme et à plus long terme, et ça enclenche l'entreprise dans une certaine dynamique. Ok. Donc, et si je ne dis pas de bêtises, vous, les actions phares, c'est de la transformation numérique et de la robotisation, de l'investissement matériel, un certain nombre d'investissements immobiliers, mais c'est aussi une démarche environnementale et des réflexions peut-être aussi sur les approvisionnements, par exemple. Tout à fait. Donc, on a décidé de tout de suite enclencher l'aspect numérique. Donc, on a mis en place dans l'entreprise un ERP, un CRM. Forcément, ça structure les salariés, l'entreprise, et puis finalement, ça n'a que des aspects positifs, parce qu'on peut imaginer qu'un CRM ou un ERP, ça focalise ou en tout cas, ça bloque un salarié. Au contraire, ils y voient de la flexibilité et puis ils y voient leur intérêt. Et dans une seconde étape, on a décidé d'acheter du matériel, des robots qui vont moderniser notre fabrication et nous donner d'autres techniques pour innover et proposer d'autres produits.
Et dans un troisième temps, il y a un bâtiment qui sera effectivement plus écologique pour l'environnement et qui va être construit. Ok, très bien. Et vous me le disiez aussi quand on préparait que là, j'ai vu une image où il y a un métier à tisser manuel, mais qu'en effet, aujourd'hui, il y a des évolutions, il y a aussi de la robotisation, mais que aussi cette feuille de route et ces évolutions, ces transformations, elles ont un impact aussi sur la marque employeur et que vous devez passer d'une évolution de vos collections à démontrer aussi pour vos clients principaux qu'il y a aussi cette transformation interne et cette modernisation interne, quoi. Et donc de concilier les deux entre ces savoir-faire ancestraux et cette modernité. Ça a toujours été l'enjeu de l'entreprise et d'ailleurs les jeunes de l'entreprise d'être dans une tradition de tissage, puisque cette technique existe depuis 150 ans, mais d'être toujours dans la modernité, dans quelque chose de contemporain. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que cette usine du futur nous pousse justement à avancer, pas que sur les créations, mais sur tous les aspects structurants de l'entreprise. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. Edwina, peut-être que tu veux ajouter quelque chose sur peut-être l'entreprise, sur cette relation aussi côté référent. En fait, je pense que Florence a évoqué le sujet un petit peu plus tôt. Le fait de bien connaître l'entreprise, c'est-à-dire avant même le démarrage du programme Usine du Futur, a permis de détecter, identifier le moment opportun pour proposer à Lucas d'intégrer le programme, de candidater. C'est tombé à point nommé, le timing était bon par rapport à son projet de stratégie globale de l'entreprise. Et puis, voilà, on est là, on est présent, on a les acteurs qu'on connaît bien de l'ensemble de l'écosystème pour déployer au fur et à mesure des besoins et du déroulement de la mise en œuvre du plan d'action, les bons interlocuteurs au bon moment aux côtés de l'entreprise pour essayer d'avancer le plus sereinement possible et dans l'ordre des choses pour mener à bien le projet global. Ok, très bien, très bien. Et je suis ravie d'avoir un nouveau filleul. Je sais pas si c'est comme ça dans toutes les entreprises. Hein. Moi non plus. Bon, en tout cas, c'est très bien, c'est un très bel exemple. Merci à vous, vous restez avec nous, évidemment, vous n'hésitez pas à intervenir. Tout à l'heure, on aura certainement un temps aussi de questions-réponses entre nous, si on arrive à maîtriser le temps. Je voulais justement proposer un petit temps de pause et de questions. Pascal, est-ce qu'on a des questions? J'ai vu qu'il y avait eu quelques réponses qui étaient déjà apportées dans le fil. Non, il y a une question. J'ai répondu en effet, mais je crois qu'on peut on peut la poser quand même. En fait, c'est un offreur de solutions une start-up qui veut savoir comment il peut être mis en relation avec des entreprises susceptibles d'avoir besoin de leurs produits dans le cadre du programme Usine du Futur. Donc, la première chose à faire, c'est de s'inscrire sur le site CCI Business, où on référence les offreurs de solutions. Et ensuite, une fois que l'entreprise est référencée sur ce site CCI Business offreurs de solutions, dans la catégorie qui va bien au niveau de ce qu'elle offre comme compétences, c'est à l'entreprise, guidée ou pas par le référent, d'aller consulter cette cartographie pour identifier en fait les offres de solutions qui correspondent aux besoins des entreprises. Demain, et on est en train de travailler dessus, ça va être annoncé demain donc dans une conférence de 14h30 à 15h30, la plateforme d'accélération régionale vers l'usine du futur aura pour mission justement d'accélérer la mise en relation des entreprises qui arrivent avec des projets et des offres de solutions, dont ceux qui seront référencés, bien entendu, sur la cartographie CCI Business. Voilà, c'est les deux questions qui sont posées. Tout à fait, très bien. Je vous propose qu'on enchaîne, parce que tout à l'heure, Monsieur Pinton parlait justement de ce que le DIAG avait permis de mettre en avant et ensuite de poser comme feuille de route. Mais alors, je crois que les personnes qui sont aussi très très bien placées pour nous parler de ces diagnostics, c'est évidemment OPO et ses partenaires. Donc, quel timing, Robin nous rejoint en même temps. Donc, Robin, c'est la bonne occasion là déjà peut-être de réagir par rapport à des premiers éléments qu'on a entendus, mais aussi de pouvoir
nous décrire, au-delà de nous dire évidemment ce qui est OPO, hein, quel est votre métier au quotidien, de pouvoir nous en dire plus sur ce diag et puis sur quelques éléments de synthèse peut-être aussi de ce que vous pouvez observer dans les entreprises de Nouvelle-Aquitaine. Bien sûr, avec plaisir. Donc, je vous représente. Vous m'entendez, c'est bon? Ouais. Ok. Donc, pour présenter très rapidement OPO, donc nous, on est un cabinet de conseil qui fait de la transformation industrielle. On accompagne des entreprises de toute taille. On a vocation à accompagner à la fois les entreprises, mais aussi à travailler avec l'ensemble des acteurs du secteur industriel, dont les régions qu'on accompagne donc, depuis 2017, puisqu'on était sur le marché précédent, la vague précédente. Et donc, je peux justement vous donner un petit peu un panorama, on va dire, chiffré de ce qu'il en est sur cette vague précédente. En quelques chiffres, il y a eu donc là c'est vraiment le marché 2017-2020. Donc par rapport aux 717 entreprises, on parlait Pascal Blesse au début. Donc c'était le marché intermédiaire. Il y en avait eu un avant. Il y a eu donc 304 entreprises diagnostiquées. Une majorité, donc voilà, les 2/3 entreprises qui étaient des entreprises de moins de 50 salariés. Donc plutôt aussi un programme qui est très focalisé autour des PME. Ça, c'est important parce que c'est des entreprises qui ont vraiment des forts besoins de développement et qui, au final, forment un tissu qui est très important pour l'ensemble de l'économie. Et donc, il y avait la plupart des secteurs qui sont représentés, puisqu'en Nouvelle-Aquitaine, il y a beaucoup de secteurs d'activité, que ce soit l'aéronautique, on a pu voir des secteurs aussi artisanaux, comme a présenté M. L'ameublement, enfin voilà, beaucoup de secteurs d'activité. Et puis, vous voyez, pas mal de temps passé dans les usines, quasiment 1400 jours hommes entre donc, nos interventions et puis celles de nos partenaires, puisqu'on avait alors des partenaires différents. Je vais présenter le nouveau marché aussi, enfin la nouvelle mouture du diagnostic. On a des partenaires différents, mais c'était un petit peu le même principe. Ce qu'on voit en gros en synthèse, c'est que les entreprises, toutes ces entreprises-là, leur premier besoin, avant de parler même de technologie, de mettre des robots, de mettre des tablettes, leur premier besoin, ça reste quand même un besoin de transformation de leur organisation et de leurs équipes. Donc, on voit que de toute façon, le changement, on le sait, c'est quelque chose qui est d'abord motivé, qui va fonctionner si on change l'organisation. Nous, on a coutume de dire qu'on parle beaucoup d'industrie 4.0, mais qu'avant d'être 4.0, il faut être 2.0. Et le 2.0, c'est le lean, c'est de l'organisation industrielle, mettre en place des process, mettre en place des routines. Donc, on a vu que ça a été confirmé en fait par le diagnostic, qu'il y a beaucoup de dirigeants déjà qui ont besoin de se poser sur un premier niveau d'organisation. Et puis après, il y a quelques constats par dimension, le fait que il y a un sujet autour des compétences, et ça on le sait d'autant plus avec d'une part les nouvelles générations et puis les nouvelles technologies, le besoin de compétences et les besoins en flexibilité, en agilité. Le sujet de la compétence et de la polyvalence, il est de plus en plus, il est toujours aussi présent. En organisation industrielle, ça c'est le cœur du fonctionnement de l'entreprise. Comment est-ce que, à la fois sur des aspects techniques, qui peuvent être assez techniques, la planification, les changements de série, les choses comme ça, mais aussi sur des sujets plus humains, puisque l'organisation industrielle, c'est aussi savoir faire une routine de performance, savoir résoudre des problèmes en équipe. Et donc, ces sujets-là aussi, on a vu que c'était des sujets qui étaient très prégnants chez les entreprises. Sur l'environnement, ça, c'est un sujet qui monte. Il y a eu une conférence, d'ailleurs, il y a quelques minutes autour de l'usine durable. Et ça, on voit que c'est vraiment un enjeu qui est très fort, à la fois parce que c'est un enjeu sociétal et puis parce que c'est un enjeu d'attractivité aussi pour les entreprises, pour redorer, on va dire, le blason de l'industrie. C'était notamment un des sujets qu'évoquait Pascal Blesse au tout début dans son intervention. Voilà, le fait de redorer le blason de l'industrie, ça passe aussi par le sujet environnemental. Et puis évidemment le sujet technologie, puisque quand on parle d'industrie du futur, il y a toujours la technologie. Voilà, donc en synthèse, les sujets qui ressortaient de ce panel, de ce premier, des diagnostics dans ces 300 entreprises, et donc qui ont amené à une nouvelle mouture, on va dire, du diagnostic. Je pense que c'est la page. Non, il y avait encore quelques chiffres qui étaient sur les dimensions en effet couvertes par le DIAG et puis des éléments qu'on a déjà un petit peu évoqués en termes de timing et de référents. Donc, je peux peut-être passer assez vite là-dessus. C'est ça, on va passer assez vite. C'est ce que Marc avait un petit peu présenté, le fait qu'on couvrait un certain nombre de dimensions. C'est les dimensions qui
qui sont en train de s'afficher là. En fait, dans le diagnostic, quand un dirigeant va rentrer dans le programme, l'idée, c'est qu'on lui fournit un 360 degrés en fait, sur son entreprise. Donc, à la fois la stratégie globale, c'est le grand carré qui est autour. Alors, pas tellement pour changer sa stratégie, mais au moins pour la comprendre, parce que nous, ce qu'on pense, c'est que pour comprendre les opérations et apporter des conseils qui soient pertinents, on a besoin de comprendre la stratégie de l'entreprise. La région a des dispositifs d'accompagnement des entreprises vers lesquels on peut, sur la stratégie sur lesquelles on peut flécher, notamment le programme Rebond. Voilà. Ensuite, on va regarder ensuite des différentes dimensions, la stratégie numérique, l'organisation agile, l'usine durable, les technologies du futur, et puis les hommes qui sont au centre. Et vous voyez sur chacune des dimensions, en fait, on travaille nous beaucoup avec des partenaires sur les différents sujets, parce que ça, c'est aussi une de nos convictions, c'est que on est plus fort ensemble et on est plus pertinent ensemble. Et donc, en fait, on a cette partie un peu écosystème, c'est que nous aussi, on veut pouvoir amener auprès des entreprises le meilleur des compétences sur chacun des sujets. Et donc, on va travailler avec en fait plusieurs autres cabinets qu'on va coordonner. Donc, quand un dirigeant va rentrer dans le programme, c'est OPO qui va coordonner le diagnostic, qui va, nous, sur notre cœur de métier, l'organisation industrielle, on est aussi expert et donc on va pouvoir conseiller. Et on va coordonner aussi une équipe en fait d'experts qui va pouvoir regarder les autres dimensions. Et à la fin, on va synthétiser tout ça et lui fournir un plan d'action qui soit systémique, c'est-à-dire qui va couvrir l'ensemble de ces dimensions et cohérent. Donc, voilà, il y a pas mal de gens qui vont graviter, mais il y a un point de contact unique où en fait, presque même à deux têtes, il y a OPO et puis le référent dont on a parlé juste avant, le référent région. Donc, c'est un peu les deux personnes, les deux interlocuteurs, OPO sur cette intervention un petit peu ponctuelle et puis le référent plus dans la durée qui va à la fois potentiellement connaître l'entreprise avant et puis suivre l'entreprise après. On a vu avec l'exemple de Pinton, des Louis-Narin. Et des partenaires que vous avez qui sont aussi des partenaires, d'ailleurs des partenaires locaux. On en connaît un certain nombre. Digital, Apesa sont basés en Nouvelle-Aquitaine. Donc, on a aussi effectivement la volonté de travailler avec des partenaires locaux. Et puis, on travaille aussi avec, par exemple, la chambre professionnelle du conseil pour faire intervenir des consultants indépendants aussi du tissu local. Donc, voilà, cette notion d'écosystème industriel, on veut vraiment la pousser même dans notre intervention même, pas seulement dans les sujets, mais aussi dans la manière dont on amène l'intervention sur l'usine du futur. Très bien, mais on les connaît bien d'ailleurs, donc on les salue par la même occasion. Puis je crois qu'on reparlera un peu tout à l'heure de Digital Conseil, puisqu'on a une petite partie numérique avec Monsieur Friscourt, on en parlera peut-être un petit peu. Le diagnostic. Le diagnostic, très rapidement, c'est 5 à 8 jours avec 4 experts, c'est ce que je disais. Et puis, à la fin, on évalue. Donc, il y a ce qui nous permet de donner les chiffres un peu globaux, c'est qu'on on évalue la maturité de l'entreprise par rapport à des standards sur un certain nombre de dimensions. Et puis, par contre, aussi, ce qu'on fournit et qui est là très personnalisé, c'est un plan d'action spécifique à l'entreprise et à son contexte, à ses besoins, qui va lui être fourni et qui va être construit en fait avec lui. Donc, il y a cette partie standard qui est un peu la justification ou en tout cas l'apport que va avoir notre intervention au niveau du tissu régional. Et puis après, spécifiquement, on adapte et on personnalise beaucoup le diagnostic. Et on est bien sur un engagement des deux côtés, le dirigeant et son équipe qui doivent en effet se mobiliser. Comme le disait tout à l'heure Marc, c'est bien quand même quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la volonté du dirigeant et puis aussi un engagement de votre côté sur le processus, le respect du processus, les livrables de OPO et du référent aussi. OK. Eh bien, je te remercie beaucoup, Robin. Ça nous apporte pas mal de précisions et on va illustrer justement cette approche du diagnostic et de la feuille de route, cette fois avec Monsieur Eddy Friscourt. Donc, on l'a dit, vous êtes directeur général d'AM2 qui est basé à Montmorillon dans la Vienne. Et vous, alors, rappelez-nous votre métier. Il est surtout sur la fabrication de meubles. Oui, exactement. Nous sommes en fait sous-traitants industriels pour la fabrication de composants de meubles. Donc, à la fois en grande série à vocation d'industriel, ou alors, en fait, il s'agit de meubles montés ou de kits. Donc, ça sont les trois grandes familles, en fait, de produits qui sont fabriqués chez AM2.
Ok. Et alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce que ça vous a apporté justement ce programme Usine du futur? Parce que si j'ai bien compris dans ce on a évoqué ensemble, vous avez rejoint AM2 il n'y a pas si longtemps que ça. Il y avait déjà eu un premier point de contact avec justement le programme Usine du futur à ses débuts sur un diagnostic qui n'avait pas forcément été très très suivi. Mais vous avez trouvé quand même intéressant, donc vous avez repris la main à votre arrivée sur AM2, sur cette démarche à la fois de diagnostic et de pose d'une feuille de route industrielle. Exactement. Là, il faut remettre effectivement ça dans le contexte d'AM2, société qui a traversé des moments très très difficiles par le passé. Il faut savoir qu'en 1980, on était 1100 personnes. Nous sommes 38 aujourd'hui, donc vous imaginez l'ensemble des mutations et difficultés rencontrées. Et donc, à mon arrivée sur Montmorillon en 2019, j'ai trouvé en fait intéressant, après cette phase en fait de 12 à 18 mois de diagnostic que j'avais pu faire dans l'organisation, dans nos fonctionnements, et bien de mettre ça en perspective au travers du programme Usine du futur, en perspective de la vision d'un certain nombre de spécialistes. Et c'est ça qui est l'un des points forts d'ailleurs du programme, c'est de se dire de quelle manière on peut, avec l'aide de spécialistes, conforter nos analyses, conforter les déperditions et programmes de progrès qu'on peut envisager, les compléter en fait d'avis de société, là encore, tout à fait pertinentes sur leur secteur, et donc à la fois de poser un diagnostic partagé avec un regard extérieur, qui est d'ailleurs un regard alimenté par l'expérience dans d'autres entreprises. Donc c'est une forme par leur intermédiaire de mutualiser l'ensemble en fait de ces analyses, et puis derrière de nous aider et de m'aider moi en tant que responsable d'entreprise à prioriser, car la situation d'AM2 était riche en fait de voies de progrès. Les priorisations, donc on les définit avec l'équipe, mais le côté intéressant de ce programme d'Usine du futur, c'est que chacun dans leur domaine permettait de conforter, d'amender ou de modifier en fait cette priorisation et de jouer un peu l'effet miroir par rapport en fait à nos propres réflexions, que de dire est-ce qu'effectivement cela c'est véritablement la priorité, que cherchez-vous, et donc dans un questionnement en fait perpétuel qui nous permet en fait d'assurer un diagnostic et un plan de progrès qui soit tout à fait adapté à nos difficultés et à notre vision. Très bien. Et donc, vous, sur les grands enjeux qui étaient ressortis de cette diagnostic, c'était quoi? Sur le développement commercial, la modernisation de l'outil industriel? Alors, on avait plusieurs thématiques. On était riche de thématiques et de progrès. Donc, effectivement, sur l'enjeu commercial, de se poser les bonnes questions de notre business plan, de modèles économiques qui étaient les nôtres, comment se diversifier. Donc là encore, des choses intéressantes. Comment, au travers d'un simple panneau de bois, d'un meuble qui sont sur des marchés en fait particulièrement difficiles et concurrencés, on peut se démarquer sur le service. C'est quoi du service? Comment l'apporter? Donc, de réelles réflexions en fait en ce domaine. De la même manière que sur la partie industrielle, un apport intéressant sur l'organisation, sur le management. On en parlait tout à l'heure en fait beaucoup avec Monsieur Sellard qui évoquait ça comme un certain nombre de responsables d'entreprise. Effectivement, le management, les programmes POIM qui sont intéressants par ce biais, donc des choses importantes. Et on a eu un focus tout particulier avec l'entreprise digitale sur la notion numérique. En fait, nous disposons d'un ERP sur AM2 qui vivote, parce qu'il y a guère d'autres mots pour le moment, depuis une dizaine d'années, et qui n'a jamais été déployé dans notre processus de production. Et on a pu, en fait, par l'expertise de cette entreprise, dont moi j'ai particulièrement apprécié la compétence, ça a été le cas en fait de tout l'ensemble des intervenants, c'était évoqué tout à l'heure et je tiens à le souligner, mais l'expertise de cette société qui nous a permis de dire faut-il poursuivre avec notre ERP, en changer, s'orienter vers des outils peut-être un peu plus conviviaux, un peu plus faciles en fait de mise en œuvre, et donc là encore de s'ouvrir aux différentes possibilités techniques nouvelles qu'on ne connaît pas forcément toujours. Et donc, de confirmer les choix qui étaient les nôtres et de mettre un certain nombre de prérequis de sorte d'en faire une réussite. Donc, l'expertise, le professionnalisme en fait des intervenants qu'on évoquait tout à l'heure, c'est quelque chose que l'on a pu mesurer et que j'ai pu apprécier. Et c'est d'ailleurs l'une des évolutions notables que je constate par rapport à des programmes,
au programme en 2014, 2015, où c'était beaucoup moins étoffé et les retours, en fait, étaient moins argumentés, je vais dire. Donc là, c'est l'un des points forts du programme, de la même manière qu'on évoquait au travers du rôle de PO. Le fait qu'il y ait plusieurs intervenants, il y a malgré tout une même trame de diagnostic, il y a une même trame de restitution avec des plans d'action qui ont la même forme. Et donc, on a quelque chose en fait de tout à fait homogène dans les pratiques, dans les approches, avec la spécificité des compétences de l'ensemble des intervenants. Eh bien, très bien, merci pour ces éléments. Digital Conseil, si je ne dis pas de bêtises, dans la foulée de notre à 17h30, là aussi, va enchaîner sur un autre webinaire dédié à la bascule digitale. Et si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'ils font partie des intervenants. Donc, n'hésitez pas ensuite à basculer aussi sur ce webinaire pour en savoir plus sur cette dimension transformation numérique. Merci, Monsieur Friscourt. Vous parliez à l'instant du parcours POIM qui pourrait peut-être vous intéresser pour l'accompagnement finalement au changement. Ça me permet de passer la parole à Calixte Blanchard de la CCI Nouvelle-Aquitaine pour qu'il nous présente justement post-diagnostic dans quel type de parcours les chefs d'entreprise peuvent s'engager. Il y a Pascal avant qui veut dire quelque chose. Et avant que Pascal nous dise quelque chose, j'en profiterai pour vous dire que grosso modo, il nous reste une dizaine de minutes. Et que on va peut-être pas rentrer dans un détail incroyable, Calixte, mais on va au moins présenter les grands parcours qui sont d'usine durable. On va quand même prendre le temps. Pascal, dis-moi, c'était très rapidement une question qui n'est pas posée en question mais en chat. On a Laurence qui a envie de venir référente ou consultante partenaire du programme Usine du Futur. Mais Laurence, pour être référent, il faut appartenir à l'Agence de développement et d'innovation, à la CCI ou la région. En fait, ce sont les chargés de mission et les conseillers de la CCI qui sont référents, des gens qui ont l'habitude d'accompagner les entreprises industrielles dans leurs différentes démarches. Et pour être consultant partenaire, là, je ne peux pas répondre, il faut directement consulter OPO qui pourra éventuellement vous recruter. Voilà, c'est tout pour moi. Merci Pascal, merci Pascal. Et donc Calixte, sur les différents programmes dans lesquels la CCI est très impliquée, on l'a évoqué tout à l'heure, mais on va peut-être aller vite dessus, mais on mettait en orange, là, évidemment, l'outil CCI Business là, sur l'identification des offreurs et des solutions qui sont référencées. Donc, on vous invite bien évidemment à aller découvrir cet outil. Et donc, sur les parcours, j'ai remis un lien d'ailleurs, un lien web ici pour qu'on aille les découvrir aussi plus amplement. Tu peux nous en dire un petit peu plus là sur les 4 qu'on voit ? Ah, on ne t'entend pas, Calixte, il faut que tu mettes ton micro. Excusez-moi. Avant de rentrer dans une présentation très rapide de ces parcours, je souhaite repositionner en fait le pourquoi de ces parcours, l'objectif de ces parcours, l'origine de ces parcours et quelles sont les thématiques qui sont abordées par ces parcours. Donc, à l'issue du Diag Usine du Futur, l'équipe d'OPO va proposer à l'entreprise une feuille de route où il va être proposé à l'entreprise différents leviers de transformation. Et ces parcours, en fait, l'objectif, c'est de pouvoir faciliter le passage à l'acte des entreprises pour qu'elles se transforment plus rapidement. Ensuite, l'origine de ces parcours. Donc, on a tous, Katia autant que Florence ont parlé pendant leur présentation, ou même OPO, et qu'il y avait une analyse qui était faite de l'ensemble des diagnostics pour optimiser le fonctionnement, le déroulé des diagnostics. Mais cette analyse a également permis d'identifier qu'il y avait des besoins prioritaires qui avaient été émis par les entreprises. Et ces besoins prioritaires étaient liés à l'usine durable, étaient liés à la robotique, automatisme, étaient liés au lean management, l'organisation industrielle, et étaient liés à l'analyse des données de process. C'est de là l'origine des parcours. Donc, les 4 parcours dont on va vous présenter avec Katia et Florence, ça vient de là. D'accord. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que un parcours, il suit tous les parcours, que les 4 parcours techniques qui sont à l'écran ici, ils sont tous structurés de la même façon. Ça veut dire que nous avons une première étape qui est une étape collective avec les dirigeants d'entreprise où on leur transmet un état de l'art sur la thématique, la technologie. On leur fait partager avec leurs pairs qui viennent témoigner sur leur parcours de transformation. À l'issue de cette réunion de sensibilisation collective,
le chef d'entreprise peut lever le doigt auprès de ADI, auprès du conseil régional ou auprès de la CCI en disant tiens, ça m'intéresserait d'en savoir plus sur ces parcours. Est-ce que c'est opportun pour moi de rentrer de bénéficier de ce parcours? Et c'est là où le conseiller CCI intervient. Il va faire une analyse d'opportunité qui va permettre d'étudier si c'est opportun pour l'entreprise d'aller sur ce type de transformation. Est-ce qu'elle a les capacités techniques? Est-ce qu'elle a les capacités humaines? Est-ce qu'elle a les capacités économiques? Donc, il y a toute une analyse qui est faite. Et à l'issue de cet entretien, si c'est opportun, si l'entreprise se dit oui, ça correspond à ce que je veux faire, l'entreprise rentrera effectivement dans les parcours jusqu'à l'étape analyse d'opportunité. Donc, c'est un parcours qui est pris en charge par la région, le CCI et ses partenaires. Là, tu as enlevé. Voilà, merci. Pardon. Parce que je n'ai pas mon PowerPoint en parallèle. Donc, jusqu'à l'analyse d'opportunité, c'est donc pris en charge par les partenaires, c'est gratuit pour l'entreprise. Ensuite, ce qu'on propose à l'entreprise, c'est de pouvoir rentrer officiellement dans le parcours et dans tous les parcours que l'on propose, et c'est ce qui a été dit aussi par M. Selliard tout à l'heure, l'usine du futur, pour qu'un programme usine du futur fonctionne, il faut le triptyque techno, bien sûr, compétences, bien sûr, et organisation. Et à travers nos parcours, on va essayer de traiter ces 3 sujets. Donc, l'entreprise, lorsqu'elle va bénéficier d'un parcours, elle aura un volet formation. Pour certains parcours, il y a une formation du dirigeant ou il y a des formations de salariés. Et ensuite, elle aura un volet accompagnement. Okay. Ce qui est important de dire aussi, c'est que c'est vrai qu'il y a un coût pour l'entreprise, mais le coût, donc il y a la prise en charge, le reste à charge par l'entreprise varie entre 0 et 50%. C'est plutôt aux alentours de 35-40%. Ensuite, donc nous avons, alors peut-être, lorsqu'on a préparé cet entretien, tu souhaitais que je positionne quelques mots-clés. Alors, je vais positionner des mots-clés sur chacun des parcours, mais d'abord des mots-clés sur le parcours technique par lui-même. Donc, pour les dirigeants d'entreprise, ce qu'on a souhaité faire à travers ces parcours, c'est vraiment sécuriser son projet. Est-ce que c'est opportun? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est viable? Et proposer en fait des prestataires pour accompagner l'entreprise qui auront été référencés par le comité de pilotage de ces différents parcours. Nous proposons un cadre d'accompagnement aux dirigeants. Donc, il y aura qui va mixer de l'individuel du collectif, mais ce cadre sera adaptable en fonction du projet de l'entreprise. Ça veut dire que le nombre de jours d'accompagnement, en fonction des parcours, ça peut durer 3 jours comme 15 jours. Et là, le troisième en fait, mot-clé qui résume un peu tous ces parcours, c'est la simplicité et la souplesse. Si l'entreprise est motivée, veut se transformer, elle n'a pas de dossier de demande de financement à faire. Elle va conventionner directement avec les CCI d'Aquitaine, donc il faudra qu'elle signe un document et ensuite elle rentre dans le parcours et on lui versera la subvention au fil de l'eau. Voilà. Ok. Un dernier mot peut-être, Calix, puis après on alors, est-ce que je rentre? Bon, alors il y a 4. Nous, au niveau de la CCI Nouvelle-Aquitaine, on est opérateur sur 4 parcours. Ouais. Le lean management, robotique, cobotique, automatisme, la fabrication additive et le projet Data Boost Manufacturing, qui est la valorisation des données de process. Donc, si vous souhaitez vous engager sur l'excellence opérationnelle, sur l'excellence managériale, le POIM répond à votre problématique. Si vous souhaitez diminuer votre dépendance par rapport à certains fournisseurs, si vous souhaitez vous différencier, vous diversifier et améliorer votre offre client, le parcours fabrication additive peut répondre à votre problématique. Ensuite, si vous voulez améliorer votre productivité, améliorer la qualité, améliorer les conditions de travail, parcours robotique, cobotique, automatisme peut répondre à votre demande. Et le dernier point, si vous voulez optimiser donc l'utilisation de vos données de process pour augmenter les performances de production, pour augmenter les coûts pour réduire les coûts d'exploitation, pour réduire les coûts de développement, le parcours Data Boost est fait pour vous. Avant de passer la parole à Katia et à Florence, juste, donc on a parlé du site CCI Business offreur de solutions. Donc là, offreur de solutions, référencez-vous sur ce site. Ça vous permettra d'être visible auprès des entreprises industrielles de la Nouvelle-Aquitaine, mais aussi au niveau français. Donc ce site est directement lié au site de l'Alliance Industrie du Futur. Donc j'étais très rapide, mais bon, on pourra compléter par la suite. Non, mais je te remercie. Merci beaucoup, Calix, de jouer le jeu et cette rapidité. Le temps file. J'ai mis dans le chat le lien justement vers le site web Usine du Futur et qui notamment décrit les différents parcours. Et puis sur le site ccibusiness.fr, offreur de solutions. Là, je vais aussi mettre le lien. Comme ça permettra aux gens d'aller le découvrir par ailleurs. Alors en effet, il nous reste vraiment que quelques minutes. Katia et Florence,
on avait besoin aussi de découvrir et d'en connaître un petit peu plus sur le parcours usine durable qui est proposé. On en a beaucoup parlé. Ce matin, ça a été évoqué aussi, j'ai entendu largement sur l'enjeu des entreprises de rentrer aussi dans ces logiques d'économie circulaire, de se repenser pas qu'en interne, mais à l'échelle de l'ensemble de leur chaîne de valeur, etc. Donc le parcours usine durable, il est fait pour ça. Il a été renforcé aussi en termes de jours d'accompagnement, à la fois dans le DIAG, mais ensuite après sur la partie parcours. Oui, tout à fait Antoine. Alors un tout petit flashback sur pourquoi ce parcours usine durable. Un petit peu d'histoire. Donc 2016, c'est la fin du premier marché usine du futur. Premier marché qui était exclusivement sur l'excellence opérationnelle, rien sur la thématique environnementale. Et pourtant, nos usines évoluent dans un contexte, un environnement qui est volatile, qui est incertain, qui est aléatoire. Et beaucoup de nos industries se développent encore sur le modèle linéaire, qui est gros consommateur de ressources, donc assez déconnecté, une croissance très déconnectée des ressources qui existent sur notre terre, un petit peu une île finie, donc sans plan B, hein, donc il faut un petit peu s'inquiéter de la chose. Donc, partant de ces constats, on a bien conscience qu'il y a une transformation des modèles industriels qui est urgent, qui s'impose pour répondre à ces enjeux et bâtir des usines davantage responsables et durables en conjuguant performance économique et performance industrielle. C'est pour ça que Katia et moi, dès la fin, on va dire 2017, on s'est penché en se disant il manque quelque chose. Donc on a commencé à élaborer ce parcours. Katia va vous expliquer comment il fonctionne. On l'a lancé dès 2018 en amont de phase de la feuille de route transition énergétique écologique de la région qui elle est sortie en 2019. Voilà, donc on était un petit peu novatrice. Katia, je te laisse la parole pour expliquer son fonctionnement. L'objectif, c'est effectivement d'accompagner les entreprises à la fois techniquement sur l'ensemble des sujets et de faire des bouquets d'actions en fait sur l'environnement et puis d'accompagner aussi financièrement les projets pour avoir des leviers suffisants pour enclencher des actions. Donc, l'idée, c'est d'orienter vers les bons interlocuteurs, les bons dispositifs de financement et d'accompagnement. Et pour ça, vous pouvez déposer donc des demandes sur l'adresse qui s'affiche et où vous adressez auprès des référents de la région pour les entreprises qui sont déjà suivies par la région. On vient de mettre en place un questionnaire en ligne, donc qu'on va pouvoir diffuser plus largement. Donc, l'idée, c'est bien d'accompagner de façon systémique les entreprises sur les sujets environnement, donc énergie, eau, déchets, économie circulaire, RSE. Donc voilà, tous les sujets qui peuvent intéresser les entreprises. Très bien. Bon, de toute façon, on va vous inviter aussi à revoir le replay du webinaire qui a été fait en début d'après-midi. Moi, je vous invite aussi demain à un autre webinaire qu'on mène justement sur les problématiques d'usine durable, plutôt sur la partie approvisionnement et vulnérabilité des industries liées à certaines ressources qui peuvent être un peu en tension, justement. On finit, il faut qu'on enchaîne assez vite. Je sais qu'au plus, Marc Lecouvet est attendu sur une autre conférence pour faire l'introduction, donc je pense que Pascal, tu peux peut-être m'aider à ce qu'on termine. Oui, tout cette slide peut-être pour dire qu'au-delà des diagnostics, des parcours, il y a tout un enjeu d'information, de sensibilisation. Oui, très rapidement, c'est au-delà des… Après les diag, en fait, le programme Usine du futur n'est pas terminé puisqu'on a dit que c'était un accompagnement sur du long terme, moyen terme et long terme. Donc, bien entendu, il y a des dispositifs d'aide classiques et de conseils à l'investissement, au recrutement, des formations, mais également les parcours d'accompagnement dont vient de parler Calix, qui ont été mis en place suite au constat sur le territoire des panoramas des 600 premières entreprises diagnostiquées. On a mis en place également une dynamique avec des informations, des sensibilisations. On a un site Usine du futur sur lequel vous trouverez toutes les informations concernant ce programme. Donc, c'est usinefutur.fr.
ont une newsletter qu'on diffuse tous les 15 jours, dans laquelle on met un maximum d'informations qui intéressent les entreprises du programme Usines du Futur, mais pas que. Mais toutes les entreprises sont en diffusion, sauf celles qui ne veulent plus l'être. On a mis en place aussi des clubs d'entreprises, des clubs de partage sur des thématiques de l'usine du futur qui se déroulent donc dans des entreprises qui ont déployé la thématique. Et bien entendu, les entreprises qui sont intéressées pour partager, pour avoir les retours d'expérience de cette thématique, peuvent venir à ces clubs d'entreprises. C'est l'UIMM, avec le programme R2ID en particulier, qui pilote une grande partie de ces clubs d'entreprise en tant que partenaire. Et puis des événements récurrents comme celui-ci Viva Industrie, mais également Neo Business, MaTransfoNum. Voilà un peu la dynamique qu'on a mis en place au niveau du programme Usines du Futur. Très bien. Et on va peut-être passer là assez rapidement, mais parce qu'on a déjà dit beaucoup de choses sur comment en effet se lancer, quelles sont les entreprises qui peuvent accéder à tout ça. Il faut évidemment pas les entreprises industrielles ou de services à l'industrie, entre 10 et 5 000 salariés, tous les sites industriels implantés en Nouvelle-Aquitaine. Une entreprise qui a 2 sites industriels peut avoir 2 diagnostics. On prend les candidatures au fil de l'eau, on sélectionne 100 sites environ tous les 6 mois, donc à travers des AMI, des appels à manifestation d'intérêt. Et ça, il faut savoir aussi que les entreprises qui ont été diagnostiquées dans la première tranche entre 2014 et 2016 peuvent de nouveau candidater, parce que vous avez vu que le périmètre du diag a largement augmenté. La prochaine échéance pour la sélection des entreprises, c'est le 30 mars, donc prochaine sélection début avril. Et on peut retrouver tout ça évidemment sur le site usinefuture.fr, où on peut retrouver, comme on l'a dit tout à l'heure, les parcours, comment candidater à l'AMI. Et puis évidemment, après sur le site aussi des aides Nouvelle-Aquitaine, de pouvoir mieux comprendre les dispositifs qui peuvent exister. Et puis de contacter vos référents, ou en tout cas des gens qui pourraient être des référents côté CCI Nouvelle-Aquitaine, région et ADI, bien sûr. On fait un peu vite, mais il faut qu'on évite de manger sur le temps des autres. J'ai vu qu'il y avait des questions, on ne pourra peut-être pas y répondre maintenant, peut-être que Calixte pourra répondre à certaines qui ont été posées par Madame Anne Zougar, qui est chercheur à l'Université de Bordeaux, qui demande un certain nombre de choses sur des stats et des données, en fait, sur l'expression des besoins des entreprises. On ne va pas avoir le temps d'y répondre maintenant, mais je vous invite à essayer en effet soit de prendre contact et puis pas hésiter à nous connecter sur LinkedIn par exemple. Moi je vais garder ça de côté pour qu'on puisse essayer aussi de vous apporter une réponse un petit peu plus tard. Merci à tous. Merci à l'équipe Usines du Futur qui était présent et qui s'est fait une bonne journée aujourd'hui, mais qui continue aussi demain. On l'a dit, Bascule Digital, c'est maintenant sur un autre nos webinaires pour lancer sa transformation numérique. Et puis le webinaire vers une usine plus durable qui est déjà passé. Celui sur la cybersécurité aussi, qui était vraiment très intéressant pour vous aussi, j'en pense, que vous pourrez retrouver en replay plus tard. Donc, on va passer cette pause modération. Ça me permet de vous remercier. Et puis, en espérant que vous avez pu mieux comprendre ce qu'est ce programme Usines du Futur et que ça vous a convaincu d'y rentrer également. Donc, je vais arrêter le partage d'écran. Ça nous permet de vous dire un au revoir avec les différents intervenants et de vous remercier tous, Katia, Florence, Pascal, les deux Pascal, Monsieur Eddy Friscourt et Lucas Pinton. Et merci aussi à Calixte pour ces éléments. Et merci à toi, Antoine. Merci à notre animateur. Merci à toi, Antoine, pour l'animation. Merci à tout le monde. Au revoir.